Bonjour, ici Éric Laliberté. Et Brigitte Aouni de Bottes et Vélos. On est toujours en Virginie, à Williamsburg. Le symposium sur les études pèlerines s'est terminé hier soir. Alors, on s'en vient vous partager les dernières présentations qu'on a pu entendre qui étaient très intéressantes. Donc, un symposium qui portait sur la restauration du pèlerinage. Encore une fois, dans toute la largeur que peut couvrir ce mot-là, le mot pèlerinage. Il y a eu une conférence en soirée. Brian Burley, Jennifer Keller et Karen Titus qui nous parlaient de cette fameuse autoroute 20 qui est l'autoroute qui traverse les États-Unis d'est en ouest. Et c'était un pèlerinage dans une formule road trip. Un pèlerinage à la Jack Kerouac. Oui, où elle prenait des photos tout le long du chemin parce qu'elles remontaient jusqu'à leur village d'antan où elles ont grandi et qui était sur cette route-là. Et de dire que ce pèlerinage-là, aller de village en village, prendre des photos, entrer dans la vie des lieux, parler avec les gens, se faire demander d'où vous venez, pourquoi vous faites ça, jusqu'où vous allez, ça avait une saveur pèlerine. Alors, tout le long, ce qui est remarqué en particulier, c'est que c'est un pèlerinage, comme si cette route-là devenait un long village qu'ils allaient traverser. Et c'était un pèlerinage qui était très tourné vers les locaux, vers les gens qui habitent l'endroit, donc en lien avec les gens, de rencontrer les gens qui habitent ces différents lieux tout au long de la route 20. Alors, c'était une dimension intéressante parce que c'est rare qu'on en parle de ce côté-là où on va s'intéresser aux gens qui vivent sur les lieux. On n'en a pas souvent des présentations de ce type-là. Puis, par la suite, on avait une conférence, Moore Quinn et Judith King. Judith King, qui parlait du dilemme d'entextualiser un pèlerinage. Alors, on s'est demandé qu'est-ce que l'entextualisation. Mais l'entextualisation, c'est de considérer le chemin, le paysage dans lequel je vais évoluer comme un texte que je vais lire. Là, il y en a beaucoup qui vont reconnaître notre approche chez Bottes et Vélos, mais c'est vraiment ça ici, de considérer le paysage, le chemin comme un texte que je m'en vais lire. Et l'entextualiser, c'est de le mettre en récit, de le raconter, ce chemin-là. Puis ça a un impact sur ce que ça va donner comme récit, parce que c'est plus exactement ça. Donc, les dilemmes sont là entre le texte, ce que j'ai vécu, et ce que je lis et ce que je raconte. Il y a pas, ça coïncide pas parfaitement. Oui. Ça cherche à dire quelque chose. Comme elle nous disait, le pèlerinage historique qu'elles avaient retenu, ben il avait déjà un texte qui est un texte de son histoire à lui. Elle dit, il faut prendre le temps de lire ce premier texte-là, puis de voir aujourd'hui, il a l'air de quoi ce texte-là? Donc, comment je le recompose pour le mettre dans sa réalité actuelle sans le dénaturer de son texte d'origine. Donc, elle dit c'est un gros défi à travailler. En gros, l'entextualisation, c'est l'extraction d'éléments de texte et leur articulation pour rendre le tout cohérent. Donc, je vais prendre des éléments d'un texte avec des éléments d'un autre texte que je connais, puis on va mixer le tout ensemble pour pouvoir construire quelque chose qui devienne cohérent pour soi aujourd'hui. Alors, c'est ce travail-là qui s'effectue. Le pèlerinage, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je vais conserver? Il s'ajoute des choses tout le long des monuments historiques, du chemin historique. Je les accueille, je les ajoute dans le nouveau texte. Donc, c'est un peu théorique, mais ça vaut la peine de prendre le temps de s'y arrêter. La deuxième présentation à laquelle on a assisté, c'est Observing Pilgrims' Motivation and les impacts environnementaux sur le Camino Primitivo avec Alison Smith. Donc, les motivations pèlerines, observer les motivations pèlerines, c'est surtout ça qu'elle a abordé parce que l'impact environnemental, elle n'a pas eu le temps vraiment d'y revenir. Il y a trois choses qu'on peut retenir dans les motivations pèlerines. C'est la première chose qu'elle retient, c'est la beauté du chemin qui va interpeller les gens beaucoup. C'est la beauté des paysages, l'environnement et tout ça. La deuxième chose, c'est la solitude et la tranquillité, avoir un espace tranquille qui va permettre aux personnes de se retrouver. Et la troisième, c'est la difficulté. Ils disent que l'effort, quand ça vaut la peine de se forcer, il y a une certaine difficulté parce qu'il y a un bon dénivelé, il est assez en dents de scie, le Camino Primitivo. Alors, elle disait que la difficulté faisait partie des éléments. Donc, ce sont les critères qui vont amener la personne à faire le choix du chemin qu'elle décide de marcher. Alors, c'est ça, le Primitivo, ce qu'elle nous dit finalement, c'est qu'il attire davantage des pèlerins séculiers parce qu'il y a peu d'églises, peu de sanctuaires tout au long du chemin. Donc, c'est dans un pèlerinage plus séculier. Elle dit, comme il est exigeant, peut-être que les gens sont c'est plus des randonneurs que des pèlerins.
Ensuite, on a eu Christy McLeod qui nous parlait de Restoring Faith in Humanity avec une générosité sauvage, la générosité sauvage du chemin. On le met entre guillemets là ici, mais en fait, ce qu'elle nous parle à travers ce qu'elle nous présentait, ce sont les anges, qu'on appelle les anges du chemin. Tous ces événements qui font que tu dis, mais voyons, c'est arrivé ça, puis ça. J'ai eu de l'aide à ce moment-là, alors que tout semblait perdu, on semblait désespéré. Tout à coup, il y a quelque chose qui se produit sur le chemin. Et elle a pris le temps d'aller répertorier ces récits-là, ces histoires-là. Pour développer une foi en l'humanité, retrouver la foi en l'humanité. Mais elle dit l'important là-dedans, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de gratuité. Il ne faut pas qu'il y ait une attente en retour. Il y a ce don qui est là et qui me donne foi en l'humanité. Alors que s'il y a un intérêt et qu'il y a un retour à faire, peut-être qu'on est dans une autre dimension. Le quatrième qui a retenu notre attention, c'est la présentation de Annie Hesp avec le Camino des îles Canaries. Qui s'appelle le Camino de Santiago parce qu'il en découle directement. Oui, il fait partie du grand réseau des chemins de Compostelle, les îles Canaries appartenant à l'Espagne. Il y a moyen de marcher les îles Canaries. Elle a observé une des îles, mais il y a moyen de faire un long parcours en combinant deux îles ensemble. Elle allait explorer le chemin pour le faire éventuellement avec des étudiants. Elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas toujours les infrastructures pèlerines qu'on souhaiterait et que entre le moment du départ de la journée et la fin de l'étape, il n'y a généralement aucun service et il y a des très grands dénivelés. Alors, nous, chez Bottez-Vélo, on s'était questionné à savoir si amener nos marcheurs aux îles Canaries, ça aurait pu être intéressant. Puis finalement, il paraît que c'est très beau à aller visiter, mais que le mix en plus entre la manne touristique et les pèlerins, c'est peut-être pas gagnant. Donc, peut-être pas les îles Canaries avec Bottez-Vélo. Mais pas pour l'instant, en tout cas. Ça nous a refroidi dans nos ardeurs. Cinquième présentation. On a Nicole Nixon-Auguste, qui est une enseignante en littérature à l'université et qui s'intéresse au discours narratif. Et elle est allée faire le Camino Frances en se disant, je vais faire un parallèle. En fait, elle y a découvert un parallèle entre sa marche, son déplacement et tous les concepts du texte narratif quand on a écrit qu'est-ce qu'un enseignant exige avec l'introduction, les personnages, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement. Elle a trouvé un parallèle tout le long de son chemin. Elle s'est dit, c'est comme un long roman que je suis allée marcher, un roman vivant. Puis elle nous a amené à préciser des états, des étapes qui se passent dans ça et qui relèvent d'un peu du chevalier dans sa quête, dans cette structure narrative-là. Puis elle dit la première étape qu'elle a observée, c'est qu'il faut travailler sur un décentrement de soi. Il y a quelque chose qui doit nous amener à nous décentrer pour se tourner vers l'expérience, vers l'autre, vers ce qui advient à travers l'expérience du chemin. La deuxième chose qu'elle observe, c'est la nécessité d'un mentor, quelqu'un qui va m'aider à saisir l'expérience. Et ce mentor-là, ce qu'elle nous dit, c'est pas nécessairement une personne que je vais rencontrer sur le chemin, mais plus à travers ce qui va se produire. Elle-même parlait que Dieu peut être l'élément qui va me guider à travers tout ça, mais ça peut relever d'une autre dimension qui va m'accompagner, qui va m'aider à mieux saisir, à cerner qu'est-ce qui est en train de se passer là. Dans ses personnages, elle a dit, il y a les bons et les méchants, comme dans tout roman. Et elle dit, il y a les anges du chemin qui font partie des bons personnages, des personnages aidants. Et elle dit, le vilain, elle dit, le plus gros des vilains, elle dit, il est en moi. C'est mes peurs, c'est mes freins, c'est mon ego. Donc, son gros vilain était là. Donc, observer alliés et opposants dans l'expérience. Qu'est-ce qui m'aide et qu'est-ce qui me nuit dans cette expérience-là? Le suivant, c'est les frontières qui seront traversées tout au long de l'expérience. Donc, je traverse des frontières de province, de pays, mais je traverse des frontières physiques qui m'amènent à me dépasser physiquement, mais je vais aussi avoir des frontières psychologiques, émotives, spirituel à traverser et comment ça vient jouer, c'est ça, comment je passe de un à l'autre et comment ces moments-là se succèdent et qu'est-ce que j'en tire aussi. Elle termine avec, elle dit, moi j'aime bien l'expression revenir avec l'élixir, hein? On a ça dans nos histoires de héros, elle dit qu'est-ce que je rapporte? C'est quoi cet élixir que je ramène chez moi? Ça, c'est souvent la potion qui transforme. La potion transformatrice. Qui va faire que ça va durer, hein, finalement. Oui. C'est ce qu'on a vécu là. Donc, on pourrait en parler longtemps. Oui. C'était très intéressant.
Le Ensuite- sixième, c'était le The Pilgrimage as a Refining Fire, le pèlerinage comme un feu qui vient affiner, qui vient purifier, qui vient nettoyer, hein, ce feu qui nettoie avec Braylon Burley Snow. Snow. Hmm. Et c'est ça, elle dit autrefois, les pèlerins, ils marchaient beaucoup dans un désir de purgation hein, pour se purifier. Et elle dit aujourd'hui, on fait la même chose, mine de rien. On est dans un espace de désintoxication de nos habitudes, de nos modes de vie, de nos enfermements, chemin de libération. Donc, c'est ça qu'elle a observé. Elle s'est observée, elle dit, on parle souvent des 7 vices, elle dit en parallèle, on a les 7 vertus. Elle est allée observer tout ce chemin-là, mais comment on le fait aujourd'hui? Comment on se libère? Comment on se désintoxe? Comment ça parle pour aujourd'hui, cette Comment le manière chemin le fait? de se nettoyer, de se Oui. désintoxifier du quotidien de nos vies qui vient nous encombrer. Parce Elle que- parle que ça passe beaucoup par l'humilité de l'expérience aussi. Il y a quelque chose qui demande une certaine humilité que de pouvoir traverser tout ce chemin-là. Et elle disait également, elle dit, l'objectif de beaucoup de pèlerins, c'est de revenir pour être une meilleure version d'eux-mêmes. Donc, ça vient encore dire qu'aujourd'hui, le pèlerin fait probablement un peu comme autrefois. La présentation suivante, c'est les essentiels du Camino, hein, avec Connie John Mayer. Johnny, non, oui. Johnny Meyer. Connie nous a présenté des choses très intéressantes. Elle retenait avec les essentiels du Camino. En particulier, il y avait la motivation. Je trouve ça, parler de motivation pèlerine, moi je trouve qu'on est toujours un petit peu à côté quand on cherche les motivations. Mais en même temps, ce qu'elle nous nommait ici, c'était 3 essentiels. Ça, j'ai trouvé ça intéressant ce qu'elle apportait là avec les essentiels, où il y avait pour que l'expérience pèlerine advienne un environnement non contrôlé ou une expérience non contrôlée. Ensuite, c'est une opportunité de construire des habiletés. Hein. Ensuite de ça, il y aura la vie communautaire. Donc, si on le résume encore plus, c'est l'autonomie, les compétences et le relationnel qui viennent jouer dans l'expérience pèlerine et qui seront les essentiels de ce qui va se jouer à l'intérieur de cette Elle a expérience-là. ratissé large, elle a été chercher un gros bassin d'individus, recueilli un paquet d'informations parce qu'elle se questionnait à savoir quels sont les bienfaits du pèlerinage et quel est l'élément transformateur, qu'est-ce qui vous a transformé sur ce chemin-là. Oui, parce qu'au départ, son enquête portait pour connaître justement qu'est-ce qui fait que vous êtes là, pourquoi êtes-vous, les motivations. Et ce qui ressortait de son sondage, c'est que 86% considèrent leur expérience comme transformatrice. Oui. Elle dit, c'est quoi qui transforme? C'est quoi C'est qui quoi? change? Il y a où Hein, cet qu'est-ce qui se élément-là? passe? Qu'est-ce qu'il y a sur le chemin C'est de ça. spécial? Et elle termine en retenant 3 éléments majeurs qui sont, selon les gens, selon les pèlerins qui ont fait un camino transformateur, elle appelait internal freedom, donc ce sentiment de liberté intérieure qui se vit par la marche, le contexte d'environnement naturel, la simplicité, donc tout ce qui est décharge mentale. Deuxième élément, l'indépendance, l'autonomie qui se vit en disant, elle dit, c'est le « oui, je peux le faire », prendre conscience de ses capacités, de ses Ce qui est intéressant dans l'autonomie, dans cette indépendance-là, c'est qu'elle dit que c'est dans cet espace-là que se vit la spiritualité du pèlerin. Et le troisième facteur que les gens retenaient comme étant transformateur, c'est la présence de la communauté, la vie communautaire et cette multiculturalité du chemin. Mm-hmm. Oui. Alors, puis je voulais juste vous mentionner, elle a aussi porté une attention aux graffitis du chemin, les gens qui écrivent des graffitis tout le long du chemin. Il y a plein de pensées qui reviennent. Puis il y en avait une qui était très bonne. I may not have gone where I want to go, but I'm where I need to be. Donc, je ne fais pas le chemin que j'avais planifié de faire, mais je suis là où j'ai besoin d'être en ce moment. J'ai trouvé la réflexion très bonne. Par la suite, on avait la conférence de Lourdes Jiménez. C'était la poursuite. C'est de la justice restauratrice. En fait, c'est la réhabilitation à travers les interventions judiciaires. En fait, ce qu'elle reprenait ici, puis ce qu'elle propose, c'est qu'elle est allée sonder un peu ce qui se fait comme du côté de l'association Seuil en France avec Bernard Olivier. Il y a une autre association similaire en Belgique. Il y en a une, je crois, aussi en Allemagne. Mais elle va reprendre ces modèles-là où elle dit que ça pourrait aider ici aux États-Unis pour éviter l'incarcération des jeunes de 15 à 17 ans. Elle cible vraiment ce groupe d'âge-là, 15 à 17 ans, où à travers tout un processus
qui se joue sur 3 mois quand même, donc qui est très exigeant parce que c'est du jumelage, 1 pour 1, où les jeunes vont aller marcher Compostelle plutôt qu'avoir une peine d'incarcération et vivre quelque chose qui va les amener dans un processus transformateur, encore une fois. Parce qu'elle observe que les jeunes, nos adolescents délinquants qui se retrouvent dans le service judiciaire pour ce qu'on appelle une réhabilitation, un, c'est très coûteux. Deux, les effets positifs sont passablement questionnable, je dirais. Puis elle dit pourquoi qu'on ne s'orienterait pas vers une forme de réhabilitation qui passerait par le Camino avec tous les bienfaits. Donc, il y a toute la structure qui était proposée, qui existe déjà en Belgique, en Italie, en Allemagne. Alors, on poursuit avec Escaping Prison While Remaining Inside. C'était avec Steven Rindahl. Qui est aumônier de prison et ce qu'il a proposé comme expérience, puis l'expérience pourrait être transposée avec différentes personnes qui sont à mobilité réduite pour vivre une expérience de pèlerinage et permettre justement une expérience transformatrice sans bouger, dans un pèlerinage immobile, mais en ayant le sentiment de vivre avec l'autre cette expérience-là. Donc, il y a un jumelage où quelqu'un va marcher le chemin alors que l'autre est empêché de faire le chemin. Et c'est de vivre l'expérience comme si on était réellement ensemble. Donc, il y a un échange de courriers, de cartes postales où on parle en « on » et en « nous » pour que l'autre se sente... C'est l'expérience inclusive ici qui va compter pour beaucoup. Il parlait d'un pèlerinage par procuration. Donc, lui, c'était dans le cas d'une personne qui était en prison, qui allait recevoir une carte postale à chaque jour pendant le moment où il marchait dans la cour intérieure, lire cette carte postale, avoir le sentiment de faire partie du voyage pendant 1 mois de temps. Donc, sortir. Mais ça pourrait être, comme disait Éric, avec toute personne qui a l'incapacité de se rendre sur les lieux du pèlerinage. On peut voir ici à travers, il nous donnait un petit peu des citations ou des écrits des personnes, de la personne avec qui il était jumelé, qu'est-ce que ça lui a permis, les épreuves que ça lui a permis de traverser que d'être jumelé de cette façon-là. Et entre autres, le détenu avec qui il était jumelé lui a écrit un jour « Ils ont voulu m'envoyer au trou, mais je n'étais pas là. Il ne savait pas que j'étais avec toi sur le Camino. » Donc, ça a été ça a été libérateur pour lui et ça l'a aidé à traverser des souffrances qu'il vivait. Il disait que ce mode d'échange-là, de pèlerinage par procuration, ça donne du gaz, ça donne de l'essence pour entrer dans un univers imaginaire qui permet de s'évader. D'ailleurs, il lui envoie une dernière carte postale où on voit la cathédrale de nuit et il lui écrit: on a décidé de venir voir une dernière fois la lune qui éclaire la cathédrale de nuit avant de prendre l'avion pour revenir à la maison. Et le prisonnier de lui répondre: ben écoute, si ça te fait rien, moi j'ai décidé de rester plus longtemps. Donc ça a un impact, ça fait son chemin, comme on pourrait dire. La dernière présentation à laquelle on a assisté est celle de Mikołaj Wiersikowski et qui nous parlait du roman. Mikołaj est un étudiant au doctorat de l'UQAM et il travaille sur les pèlerinages à travers la littérature. Et il nous parlait, et il va chercher des récits qui racontent des voyages, des chemins, qui ne sont pas spécifiquement des pèlerinages, où on ne les dit pas pèlerinage, et il va observer comment ça parle, comment ça agit comme un pèlerinage. Et ici, c'est le roman de Cormac McCarthy, The Road. Vous avez peut-être vu le film, là, c'est ce roman post-apocalyptique de l'homme là, qui voyage tout seul avec son fils, et dans un univers complètement démoli, complètement détruit, là, ravagé. Et ce qu'il nous dit dans tout ça, c'est que l'expérience pèlerine ne peut pas se construire sans lieu et que ça va commencer à se bâtir, à s'actualiser à partir du moment où je vais commencer à nommer des choses. Et encore une fois, ici, le lieu n'est pas nécessairement un endroit physique. Ce qu'on se rend compte ici, c'est que dans ce roman-là, la grande absente du roman, c'est la femme, la mère, qui s'est suicidée avant que l'histoire commence. On l'apprend au cours du roman. La femme s'est suicidée. Et tant que ça, c'est pas nommé, il n'y a rien qui peut avancer. Donc, on évolue dans une espèce de limbe. Fait que le roman nous décrit l'expérience pèlerine comme un espace de mouvement où ça bouge, mais tant qu'il n'y a pas de lieu, qu'il n'y a pas quelque chose qui permet de fixer et de dire « voici où ça commence », je ne peux pas savoir où je m'en vais à partir de ça. Fait qu'il y a cette nécessité de nommer qui apparaît à travers l'expérience pèlerine. Entre autres, c'est ce que Mikołaj observe avec le roman de Cormac McCarthy.
Donc, vous voyez des panélistes de toutes les disciplines universitaires, hein, de tous les champs de recherche. Le pèlerinage, c'est pas quelque chose qui s'enferme. Je pense que c'est quelque chose qui se vit malgré soi à différents moments, dans différents lieux. Il faut juste prendre le temps de le voir. Et puis, on a beaucoup de gens qui le voient à beaucoup d'endroits. C'est ce qui a permis de restaurer, si on peut dire, le pèlerinage, hein, de le réhabiliter pour aujourd'hui, de le reconstruire dans des perspectives modernes de notre temps, de notre époque, et de le comprendre au-delà des frontières usuelles. Donc, on outrepasse la définition usuelle, les définitions habituelles du pèlerinage pour ouvrir cet espace-là sur encore plus grand, mais encore une fois, comme la présentation de Nicolas nous le laisse entendre tantôt, il faut nommer des lieux pour être capable de cibler comment ça bouge, puis où ça s'en va, tout ça. Mais pour aujourd'hui, hein, on est encore où on fait des liens aussi avec l'expérience d'entextualisation que Moore Quinn et Judith King nous parlaient au tout début de la journée. Il y a une des présentatrices qui nous a laissé, puis j'ai le goût qu'on termine sur cette phrase-là, une phrase qui dit « Vous êtes toujours sur le chemin ne s'arrête pas au kilomètre zéro ». Alors, je vous laisse voir en quoi le chemin continue d'habiter votre vie présente. Bien, on vous dit à une prochaine. On aura d'autres événements qui s'en viennent sous peu. On vous en reparle très bientôt. Au revoir.